la qualité de notre système scolaire. Et c'est vrai que le nombre de profs par élève, ou plutôt le nombre d'élèves par prof, est un des instruments de mesure de la qualité du système. On ne se débarrasse pas de ça comme ça. Donc nous avons eu des raisonnements un petit peu fous. L'école, tiens, parlons-en. Si la vraie richesse d'un pays, c'est, comme on l'a dit plus haut, son capital humain, alors l'école vaut toutes les industries. Et justement, l'école en France, c'est un sujet qui fâche. Tous les gouvernements s'y sont frottés depuis 25 ans. Tous ont voulu réformer le système, refondre les programmes, repenser les filières. Tous ont essayé, aucun n'a réussi. Et au fait, c'est quoi exactement le problème de l'école en France? La dépense d'éducation en France est la plus élevée du monde développé, c'est 7,1% du PIB. Et on peut dire que c'est tout à fait souhaitable si on a des gens mieux. Aujourd'hui, que se passe-t-il avec ces 7,1%? J'ai 161 000 jeunes qui, chaque année, sortent du système scolaire sans aucune formation. J'ai 44% des étudiants qui arrêtent leur cursus sans aucun diplôme, qui sortent sans rien. Et j'ai 15% d'illettrés. Donc, ça vous montre de manière concrète que, bien sûr, avoir un système éducatif performant, c'est un investissement. Mais le problème d'une autre, c'est qu'il ne l'est pas du tout. Et les différentes enquêtes qui sont conduites montrent très bien qu'aujourd'hui, les performances d'un collégien ou d'un lycéen ou d'un étudiant français, elles sont largement en retrait, sauf certains pôles d'excellence comme les grandes écoles, sur ce qu'on peut avoir ailleurs. On ne peut pas parler de l'école en général. Si on distingue l'enseignement scolaire de l'enseignement universitaire. Pour l'enseignement scolaire, on ne dispose que d'une seule évaluation internationale, une seule. C'est l'évaluation faite par l'OCDE, la fameuse évaluation PISA, qui compare le niveau des élèves qui ont 15 ans. C'est la seule évaluation qui existe. L'évaluation PISA, développée par l'Organisation de coopération et de développement économique, a été menée pour la première fois en 2000 dans les 30 pays membres de cette organisation. L'objectif de cette étude est de comparer les performances des systèmes éducatifs de ces différents pays en évaluant les connaissances des enfants de 15 ans. Si les élèves français obtiennent dans l'ensemble des résultats honorables, toujours au-dessus de la moyenne, ils ne sont jamais en tête de classement. Mais s'il semble que lors de la dernière évaluation PISA en 2006, le niveau des élèves français est légèrement baissé, rien dans cette étude ne permet de remettre en cause le système scolaire dans sa globalité. Peut-être le problème vient-il du fait que l'école, comme l'hôpital, est un terrain privilégié du débat idéologique. Un débat qui oppose d'un côté les tenants d'une école gratuite, obligatoire et ouverte à tous, et les partisans d'une ouverture plus large de l'école au marché, réputée plus efficace. Mais si l'éducation est un produit marchand, qu'adviendra-t-il d'écoles comme celle-ci qui regroupent les enfants de 2 villages perdus dans les Causses aveyronnais? Une classe, 20 élèves, de la maternelle au CM2. Les CE1, Mathilde, Max et Cindy, regardez au tableau. Combien coûte la scolarisation de chacun de ces enfants? Comment imaginer qu'une telle école puisse être rentable? Mais en même temps, comment savoir ce que deviendront ces enfants? Peut-être y a-t-il parmi eux un futur prix Nobel, un grand chef d'entreprise, un artiste qui marquera son époque. Qui sait? Et dès lors, comment accepter l'idée que tous ces enfants puissent ne pas bénéficier d'un même accès à l'éducation? Encore faut-il, diront certains, que ces génies en herbe bénéficient aussi de formations universitaires de qualité. Or, nos universités ne seraient pas, elles non plus, à la hauteur de leurs tâches. 2 mots sur les évaluations, si vous voulez, internationales. Il n'y en a aucune, sauf celle faite par l'université de Shanghai. Je porte grand respect à la Chine, grand respect à l'université de Shanghai, mais au nom de quoi cette université de Shanghai déciderait-elle quelle université est meilleure qu'une autre? Et pour quelle raison y aurait-il, je ne sais pas si la crise a changé les chiffres, 250 000 jeunes Français travaillant à Londres? La France est devenue un pays d'émigration. De jeunes Français qui, bien formés en France, vont chercher un travail en Angleterre. Ou de beaux chercheurs bien formés qui ne trouvent pas ici de contrat vont trouver des contrats en Amérique, dans les grandes universités américaines.
Et les Français ont très bonne réputation, croyez-moi, les jeunes Français ont très bonne réputation quand ils arrivent en Angleterre, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Si je résume, la France est endettée, mais la France est très riche. Enfin, elle le serait si on savait comment évaluer dans le désordre sa culture, sa gastronomie, son patrimoine culturel, l'intelligence collective de ses citoyens, l'efficacité de son système scolaire, l'opportunité de son système de santé. Mais tout ça échappe à la quantification. Et ça, c'est embêtant. D'autant que ce qui nous intéresse, nous, c'est justement de savoir où on en est. Et si nos enfants vivront dans l'angoisse ou dans un relatif bonheur. Ce qui est frappant lorsque l'on observe de façon comparative la France par rapport aux autres pays européens, c'est qu'à la fois les Français sont les plus pessimistes, mais sont ceux en même temps qui font le plus d'enfants. Bon. Or, pour faire des enfants, il faut se projeter dans l'avenir. Il faut avoir un certain optimisme dans des pays riches pour faire des enfants. C'est une espèce de mystère. On ne sait pas pourquoi les femmes françaises font beaucoup plus d'enfants que toutes les autres femmes d'Europe. On est en train de redépasser le niveau de 2 enfants par femme au jour de sa vie en moyenne, et le taux de renouvellement des générations est à 2,1. C'est un facteur réconfortant, c'est-à-dire que on sait très bien que la France a des problèmes lourds. Le fait qu'elle garde la meilleure démographie avec l'Irlande montre que quelque part, et en dépit de toutes les difficultés, les Français et les Françaises gardent foi dans l'avenir, et c'est très heureux, et foi dans l'avenir du pays. Mais aussi, les politiques publiques, poursuivies depuis longtemps, depuis un demi-siècle, sont très favorables aux enfants. Il y a les allocations familiales, il y a en France, beaucoup plus qu'ailleurs, des crèches, des jardins d'enfants et des écoles maternelles, ce qui permet à la femme de se libérer, ou à l'époux de se libérer. Donc, il y a en France toute une infrastructure qui permet aux familles d'avoir des enfants sans que cela ne les handicape de trop dans leur vie professionnelle. Ça a un deuxième sens très précis, c'est que partout où on décide de quelque chose, l'administration, la politique, la justice, l'armée, les entreprises, surtout les entreprises au fond, les pyramides d'âge ne vont pas vieillir. On aura toujours des gens de l'âge où on est normalement prédécidé plutôt qu'à se précautionner pour tout parce qu'on a vieilli. Et la France va éviter ce drame-là. C'est bien que nous avons chance d'être en Europe un des pays qui tient le mieux le coup, si nous passons le cap très dur d'aujourd'hui. Reste une question.